Commençons par cette guerre commerciale sans fin. Je crois que la date limite, c'est aujourd'hui. Souvenez-vous, Trump avait étendu ses tarifs douaniers à tous les pays, environ une centaine, je crois, le 2 avril. Puis il a rapidement repoussé cette échéance. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Mais avant-hier, il a envoyé une lettre à 14 pays, leur disant en gros, « Vous ne négociez pas avec moi. À partir du 1er août, voici vos tarifs. » Comment expliques-tu ce geste? Il ne l'a pas fait pour tous les pays. Il en a choisi 14. Comment interprètes-tu cela? Non, je veux dire, c'est un chaos absolu. Et pour comprendre à quel point c'est chaotique, il suffit de regarder les lettres qu'il a envoyées. Je veux dire, le langage utilisé est absolument grotesque. Et elles ont été envoyées à des alliés clés des États-Unis, comme la Corée du Sud et le Japon. Mais vous savez, ça commence par « J'ai le grand honneur de vous informer. Nous vous soutenons totalement. Les États-Unis sont votre cher ami. » Et tout le reste. Et ensuite, on lit. À partir de maintenant, appliquez 25% de droits de douane sur tous les biens que vous nous envoyez. Encore une fois, et je dois le dire, cela ressemblait vraiment à Donald Trump, le parrain de la mafia, exigeant un tribut des gens qu'il est censé protéger. Franchement, cela ne donnait pas du tout une bonne impression. Hier, certains médias britanniques affirmaient que tout cela faisait partie d'un plan énorme et ingénieux visant à créer une toile d'araignée complexe de droits de douane à travers l'Asie, afin de rendre impossible le commerce de la Chine avec les autres pays asiatiques. Je pense que c'est absolument et totalement absurde. Comment est-il possible que l'imposition de droits de douane à des pays comme le Japon et la Corée du Sud puisse réellement aider les États-Unis à s'attaquer à la Chine? C'est absurde. L'hypothèse est absurde. Je pourrais même vous envoyer l'un de ces articles d'ailleurs, car c'est vraiment ridicule. Il est évident qu'il y a eu une tentative d'orientation de la part de quelqu'un, quelque part, pour essayer de donner un sens à tout cela. Je pense simplement que Trump est complètement dépassé. Il a pris cette décision en mars d'imposer ses droits de douane du jour de la libération, comme il les appelait. Tout a tourné au désastre. Il a dû revenir sur ses décisions. Il s'est imposé cette pause arbitraire de 90 jours. Quand celle-ci a pris fin, il ne voulait pas perdre la face. Alors il a inventé de nouveaux droits de douane. Il a ensuite annoncé qu'il serait appliqué dans un mois, le 1er août. Puis, il y a eu des suggestions selon lesquelles il n'était pas vraiment sérieux à propos de cette échéance et qu'il y aurait encore de la place pour des discussions. Ensuite, il a été piqué au vif par les médias qui lui ont dit « Vous voyez, encore une fois, vous n'avez pas tenu vos promesses. » Alors il est sorti en disant « Eh bien, en fait, je suis vraiment sérieux cette fois et je vais le faire malgré tout. » C'est le chaos, tout simplement. C'est de la confusion et du chaos. Il a complètement perdu le contrôle de ce qu'il fait. Et maintenant, il menace les BRICS d'un droit de douane de 10% simplement parce qu'ils sont membres des BRICS. Il agit de façon désordonnée, frappant dans toutes les directions. Eh bien, je pense que si certaines personnes l'interprètent ainsi, c'est parce que, parmi ces 14 pays, presque tous les pays de l'ASEAN y figurent, à l'exception de Singapour. Donc, 9 de ces pays sont des pays de l'ASEAN. Et puis, bien sûr, la Corée du Sud et le Japon. Ce sont donc en grande partie des pays asiatiques. Je pense que l'idée, si l'on regarde bien, c'est qu'il a obtenu un accord avec le Vietnam. Mais si l'on examine ce qui a été convenu avec le Vietnam, là encore, certains y voient aussi une manière de s'adresser à la Chine. La raison pour laquelle les gens disent cela, c'est parce que dans cet accord, Trump va imposer un tarif de 40%, ce qu'on appelle un tarif de transbordement de 40%, ce qui signifie que si des produits chinois vont au Vietnam, sont étiquetés comme fabriqués au Vietnam ou autres, puis sont expédiés aux États-Unis, cela sera considéré comme du transbordement,
et sera donc soumis au tarif de 40%. Et puis, sans le transbordement, pour tout le reste, je crois que c'est 20 ou 25% pour le Vietnam. L'idée, bien sûr, c'est que la Chine ne peut plus faire cela, passer par le Vietnam pour vendre aux États-Unis. Mais on oublie que la Chine et les États-Unis ont désormais un accord. Actuellement, le tarif chinois est de 10%. Alors, pourquoi la Chine aurait-elle encore besoin de passer par le Vietnam? C'est un excellent point. Je n'y avais pas pensé, mais tu as tout à fait raison. Je veux dire, tu as parfaitement compris. Rien de tout cela n'a de sens. L'affaire précédente avec le Vietnam a manifestement été négociée sans que Trump ne se rende compte qu'il avait déjà en fait capitulé sur la question principale, à savoir qu'il avait déjà conclu cet accord avec la Chine. Rien de tout cela n'a le moindre sens. Et comme je l'ai dit, c'est un chaos total. Il sait tout simplement pas ce qu'il fait. C'est un vieil homme, pressé, qui a complètement perdu le contrôle de toute cette situation. Et en fait, si l'on parle de la Corée du Sud et du Japon, ils ont tous les deux 25%. Donc c'est presque comme si la Chine avait maintenant les droits de douane les plus bas de tous les pays asiatiques. Donc, si l'on y réfléchit, il serait probablement plus logique de déplacer la production en Chine, non? Ce qui est tout à fait probable. Bref, mais en plus de ça, je suppose que c'est leur calcul, mais bon. Donc en plus de ça, l'Afrique du Sud est aussi sur la liste. Je suppose que Trump a maintenant un problème avec l'Afrique du Sud, probablement en partie à cause, je pense, de l'influence de Peter Thiel, David Sachs et auparavant, vous savez, Elon Musk, puisqu'ils étaient tous sud-africains. Ils n'aiment pas les politiques ou quoi que fasse le gouvernement sud-africain. Mais ensuite, il y a aussi la Serbie, puis la Bosnie-Herzégovine. Pourquoi ces deux pays dérangent-ils Trump parmi tous les pays européens? Allez-vous me le dire? Je veux dire, je ne sais pas. Je soupçonne à un certain niveau, encore une fois, je me permets de deviner ici, qu'ils se sont attaqués à la Serbie et à la Bosnie-Herzégovine parce que la Serbie est perçue comme étant d'une certaine manière pro-russe. On suppose que la Serbie joue un certain rôle ici. Donc je veux dire, il y a probablement des gens au sein du Trésor ou du département du commerce qui disent à Trump, vous savez, que les Serbes sont vraiment de mauvaises personnes, donc nous devons sévir contre eux. La Bosnie, dont le gouvernement est bien sûr un protectorat américain à toutes fins pratiques. Mais à l'intérieur, il y a cette région qui est la République serbe de Bosnie. Et là aussi, les relations sont mauvaises. Donc, encore une fois, il s'oppose à cela. Mais il ne faut pas perdre trop de temps à essayer d'analyser ces choses d'un point de vue économique. Je veux dire, même l'Afrique du Sud, comme vous l'avez tout à fait justement dit, n'a aucun sens réel. Les tarifs sur l'Afrique du Sud sont entièrement le produit de préjugés, exactement comme vous le dites. Ils ne reposent sur aucun calcul plus profond. C'est juste que Donald Trump n'aime pas le pays, ni ses dirigeants. Donc c'est presque basé sur ses sentiments. Et oui, d'accord. Ou peut-être sur ses sentiments ce jour-là. Oui, ses sentiments ce jour-là, exactement. D'accord. Donc Xi Jinping et Poutine sont tous les deux absents du sommet des BRICS. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant. Je veux dire, dans le cas de Poutine, je pense que c'est assez simple. Depuis que la Cour pénale internationale a publié un mandat d'arrêt contre lui, Poutine fait très attention à ne pas voyager ou survoler des territoires qui pourraient potentiellement lui être hostiles et chercher à faire abattre son avion. Et d'ailleurs, cela peut sembler extrême, mais cela s'est déjà produit. Pendant la crise Assange, alors que Snowden était à l'aéroport de Moscou, l'avion privé du président de l'Équateur a été forcé d'atterrir en Europe
parce qu'on pensait, on croyait que Snowden s'y cachait. Ce n'était pas le cas, mais c'était déjà une violation massive de la souveraineté d'un État. Donc si cela a pu arriver, quelque chose de similaire pourrait se produire aujourd'hui. Évidemment, la Russie n'est pas dans la même catégorie que l'Équateur, mais cela montre qu'il n'accorde plus aucune importance à la souveraineté des dirigeants ou à quoi que ce soit de ce genre. Donc, je pense que Poutine, pour cette raison, a voulu éviter le sommet des BRICS parce qu'il se tenait au Brésil. Cela aurait signifié s'approcher très près de l'espace aérien contrôlé par l'OTAN, et il n'allait pas prendre ce risque. Et je pense qu'il a eu raison de le faire. Maintenant, pourquoi Xi Jinping n'y est-il pas allé? Je ne vais pas prétendre que je comprends parfaitement moi-même. Je comprends que l'explication officielle était des problèmes d'agenda. Je pense qu'il y a deux explications possibles ici. La première explication est qu'il se passe ou se prépare un événement en Chine. Pas que Xi Jinping perde le pouvoir ou toutes les absurdités que vous voyez encore une fois chez Gordon Chang et tous ces idiots. Mais il se peut que la Chine soit en train de mener de grandes discussions sur un sujet intérieur très important ou quelque chose de similaire, et que Xi Jinping soit nécessaire pour superviser cela. Je veux dire, c'est possible. Je ne connais pas assez bien ce qui se passe en Chine pour pouvoir me prononcer dans un sens ou dans l'autre. Il y a une autre possibilité, et c'est juste une hypothèse que je propose. Je ne dis pas que c'est vrai. C'est que bien sûr, Modi, le Premier ministre indien, va se rendre au Brésil. Et à ce moment précis, il existe certaines tensions entre la Chine et l'Inde liées aux événements avec le Pakistan. Et je pense que Xi Jinping et le gouvernement chinois ont peut-être estimé qu'il vaudrait donc mieux que Xi Jinping lui-même ne s'y rende pas, afin d'éviter tout éventuel désaccord entre lui et Modi lors de ce sommet des BRICS, qui est une affaire totalement indépendante. Je ne pense pas d'ailleurs que l'absence de Xi Jinping au sommet des BRICS soit si importante. Et je ne crois pas que cela signifie que la Chine cherche à dévaloriser les BRICS ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense qu'une grande partie du travail difficile pour mettre en place les mécanismes de paiement et tout le reste a déjà été accompli. Donc, la présence de Xi Jinping n'était pas nécessaire. Et bien sûr, Li Qiang, qui est le Premier ministre chinois, est un homme extrêmement compétent et il est tout à fait capable de faire tout ce qui doit être fait. Je suis sûr qu'il est en contact avec Xi Jinping en permanence. Voilà donc mes propres suppositions. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Je pense en fait que c'est à peu près ce que je pensais parce que, vous savez, il y a un grand événement. Le 7 juillet est l'anniversaire de l'invasion japonaise de Pékin. Je veux dire, beaucoup de choses se sont passées à cette époque, pendant l'invasion japonaise de la Chine. Oui, le 7 juillet est une date importante parce qu'ils ont envahi Pékin. À ce moment-là, Pékin n'était pas la capitale était Nankin, mais malgré tout, Pékin a historiquement été la capitale de la Chine. Et c'est une ville très importante. Donc, symboliquement, c'est important. En fait, je crois qu'il y a eu quelque chose après que ça se soit produit, après le 7 juillet, quand le Japon a envahi Pékin avec très peu de résistance. Il y a eu un Britannique qui a dit « Eh bien, ce que la Chine vient de faire, c'est inviter le monde entier à l'envahir, parce qu'il n'y a aucune résistance. C'est un empire riche sans résistance. » Pourquoi ne pas tous y aller et le cambrioler? Quelque chose comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, le 7 juillet est significatif. Quand j'étais à Pékin, j'allais visiter un endroit où le 7 juillet, il y a un pont. Quelque chose s'est passé là-bas qui a conduit à toute l'invasion japonaise de Pékin. Il était fermé pour réparation, en préparation de cet événement. Donc c'est important à ce niveau-là. Mais aussi, je pense que beaucoup de médias chinois discutent du fait qu'en ce moment, l'Inde et la Chine
ne sont pas en très bons termes. En fait, probablement que les deux, Modi et Xi Jinping, ne se rencontrent pas. Peut-être que c'est une façon pour la Chine d'envoyer un signal du genre « Je ne veux pas vraiment être ton ennemi. Je ne veux pas que les choses s'enveniment et créent de vraies tensions. Faisons juste des affaires, parlons affaires, sans laisser la situation empirer. » Je pense que c'est à peu près ce que tu viens de dire. Oui, je suis d'accord. Eh bien, c'est très intéressant. D'ailleurs, le pont que vous avez mentionné est très très célèbre dans la littérature occidentale parce qu'il a été décrit par Marco Polo. Ah, d'accord. Donc en anglais, il s'appelle le pont Marco Polo. Oh, je savais pas ça. La seule raison pour laquelle on l'appelle ainsi, c'est parce que Marco Polo l'a décrit exactement de cette façon. Donc cela existait déjà à son époque, juste pour dire. Bien sûr, il y a un grand débat en Occident pour savoir si Marco Polo a réellement atteint la Chine ou s'il y a seulement voyagé. Certains affirment même qu'il a seulement fait semblant d'y être allé, et qu'il a rassemblé toutes ses connaissances sur la Chine à partir de divers livres écrits par des voyageurs persans. Je dis ça comme ça. De toute évidence, il n'était pas la personne importante en Chine qu'il prétendait être. Eh bien, apparemment, son père et son frère étaient des marchands. Donc ils sortaient effectivement pour faire des affaires, vous savez, pour commercer. Cela semble avéré. Mais savoir s'ils sont allés jusqu'en Chine, ou plus probablement, selon les Italiens, ils ont rencontré beaucoup d'Arabes et d'autres commerçants, des gens d'affaires qui étaient allés en Chine et leur avaient raconté beaucoup de choses, et ensuite ils lui ont rapporté ce genre d'histoire. Oui. D'accord, de toute façon. Mais le 7 juillet, c'est un grand événement. Oui, c'est vrai. C'est un grand événement. Oui, c'est un très grand événement. Je veux dire, je pense que certains historiens en Occident, si je me trompe pas, c'était en 37, 1937, oui. Ouais, hein? Certains historiens occidentaux considèrent désormais que c'est le véritable début de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, vous savez, les Britanniques disent toujours que c'est le 3 septembre 1939, parce que c'est à ce moment-là que la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne. Exactement, à propos de la Pologne. Pour les Soviétiques, c'est le 22 juin 1941. Pour les Américains, c'est décembre 1941. Mais le véritable début de la Seconde Guerre mondiale, c'était cet incident en 1937. Et c'est la véritable date à laquelle la guerre a commencé. Car bien sûr, la Chine a été impliquée dans un conflit continu avec le Japon depuis cet épisode jusqu'à la reddition finale du Japon. Je crois que c'était en septembre 1945. Donc, la Chine a eu la guerre la plus longue. Encore un fait que beaucoup de gens ne comprennent pas. Elle a eu une guerre plus longue que n'importe quel autre pays. Et je pense que tant Poutine que Xi Jinping, tant la Russie que la Chine veulent de plus en plus corriger les récits occidentaux sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que la Seconde Guerre mondiale a été menée par la Chine. Les Soviétiques, la Chine et plus tard les États-Unis ont rejoint, n'est-ce pas? Mais les principales forces étaient les Soviétiques et la Chine. Mais aujourd'hui, le récit dominant est que ce sont les États-Unis qui ont sauvé la situation. Et on parle très peu de ce que la Chine a fait pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Japonais. Tout simplement, ils ne veulent pas que les Japonais aient trop mauvaise image, même si ce sont eux, les États-Unis, qui ont largué 2 bombes atomiques. Mais ils essaient toujours de modifier le récit, de minimiser l'importance de la Chine. Ce sont les États-Unis qui auraient tout sauvé partout. Je pense que Xi Jinping et Poutine, absolument, je pense que tous les deux veulent profiter de cette occasion cette année, vous savez, 80e anniversaire, 88e anniversaire, peu importe comment on compte. Ils veulent, vous savez,
corriger le récit, corriger l'histoire, je pense. C'est tout à fait exact. Je veux dire, tout comme l'Union soviétique a joué le rôle principal dans la défaite de l'Allemagne, la Chine a joué le rôle principal dans la défaite du Japon. Il suffit de regarder où se trouvait la plus grande partie de l'armée japonaise pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Elle combattait en Chine. Elle ne combattait pas les Américains, ni les Britanniques, ni les Néerlandais, ni aucun de ces autres peuples. Donc, absolument. Et comme nous l'avons évoqué dans de nombreuses émissions, si la contribution soviétique à la victoire alliée lors de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui grotesquement minimisée en Occident, dans le cas de la Chine, c'est encore pire. Parce que même les personnes bien informées sur la Seconde Guerre mondiale n'en savent pratiquement rien. Elles ne savent absolument rien de la lutte du peuple chinois pour défendre son pays, mais aussi pour combattre le militarisme et les idéologies raciales que, bien sûr, le Japon de l'époque adoptait. Oui, je veux dire, beaucoup d'Américains pensent que la raison pour laquelle les États-Unis ont largué de bombes atomiques, c'est parce que le Japon a bombardé Pearl Harbor. C'est tout. Ils ne savent rien du reste de l'Asie. Je veux dire, le reste de l'Asie a aussi été attaqué et envahi par le Japon. Et ils ont commis toutes sortes d'atrocités, des choses horribles, toutes sortes de choses dont on ne parle absolument pas. Je pense que, si l'on parle du nombre de personnes en Grande-Bretagne qui savent que la Chine a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, je serais surpris qu'il y en ait plus que quelques milliers sur une population de 70 millions. Je veux dire, c'est à ce point-là. Oui, voyons si Trump se rendra au défilé militaire le 3 septembre. Voyons voir. Oui, d'accord. Voyons donc. Oui. D'accord, Wang Yi a visité l'Europe et a eu une conversation très intéressante avec Macron. Ils devaient parler pendant 1 heure, mais ils ont passé 4 heures ensemble. Et par la suite, tous les signes montraient que c'était une conversation plutôt tendue. Est-ce aussi votre impression? Eh bien, je pense que ce qui s'est réellement passé, c'est que Wang Yi, qui est l'un des diplomates les plus accomplis et professionnels au monde, a finalement été frustré, et j'emploie un terme modéré, d'avoir à traiter avec l'une des diplomates les plus incompétentes et amateurs au monde. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Catherine Colonna est arrivée avec l'attitude et la rhétorique habituelle que l'on retrouve chez beaucoup trop de personnes en Europe. Elle a transformé toute la discussion en une liste de griefs des Européens contre la Chine. Elle n'a montré aucun intérêt à avancer avec la Chine sur aucun des sujets. Elle a commencé à imposer tout ce récit sur l'Ukraine à la Chine, essayant de faire croire que la Chine est en fin de compte responsable de tout le conflit en Ukraine, ce qui est ridicule, et que la Chine ne remplit pas son rôle d'une manière ou d'une autre en Ukraine, ce qui est tout aussi absurde. Et je pense qu'à un certain moment, même un diplomate comme Wang Yi, qui, il est toujours important de le rappeler, représente une grande nation. Je veux dire, la Chine est l'une des grandes puissances du monde, et pas seulement l'une des grandes puissances, mais aussi une grande puissance civilisationnelle. Je pense qu'à un moment donné, il en a finalement eu assez. C'est l'impression que j'ai en lisant les différents récits de la conversation. Je ne pense pas qu'il ait jamais été impoli. Je ne pense pas que ce soit dans sa nature d'être impoli, en réalité. Je ne pense pas qu'il ait perdu son sang-froid. Mais je pense qu'à un moment, il a estimé qu'il devait dire les choses de la manière la plus directe et la plus claire possible. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. 4 heures, c'est incroyablement long pour une rencontre entre 2 personnes, pour une rencontre entre 2 diplomates. Je veux dire, c'est absurde. Même Trump et Poutine n'ont jamais parlé aussi longtemps l'un avec l'autre.
Oui, donc il s'est senti obligé de vraiment clarifier. C'est pourquoi certains Européens disent qu'il donne une leçon à Colonna. Il a donc probablement expliqué les choses du début à la fin, de manière très détaillée, je suppose, et elle en a besoin, je pense qu'elle a besoin de ce genre d'éclairage. Absolument. D'ailleurs, je dois dire que je mets un gros point d'interrogation sur le récit que nous avons vu dans le South China Morning Post, qui est celui relayé par les médias ici. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il a été largement reconnu en Grande-Bretagne depuis longtemps que le South China Morning Post repose sur les renseignements britanniques. Du moins, c'était le cas auparavant. Donc je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Probablement pas. En tout cas, pas dans la même mesure. Mais je ne le considérerai toujours pas comme une source totalement fiable. Donc, les affirmations selon lesquelles Wang Yi aurait dit à Kaja Kallas que la Chine veillerait à ce que la Russie ne perde pas en Ukraine ou quelque chose du genre, je ne pense pas personnellement que Wang Yi ait jamais dit une telle chose. Je pense que c'est probablement Kaja Kallas qui s'est emporté dans une rage furieuse et l'a raconté à tout le monde, puis que cela a été relayé par la Grande-Bretagne et, si l'on veut, blanchi par le South China Morning Post. Donc je ne crois pas que ce soit ce que Wang Yi a dit. Non, je ne pense pas ça non plus. Et les médias chinois en ont aussi parlé et pas mal de gens ont souligné que personne en Chine ne croit que Wang Yi ait dit cela. Mais les Européens le croient. Ils partent toujours du principe que la Chine ne les laissera jamais échouer. C'est pour ça qu'ils lui prêtent de tels propos. Oui, donc je suis d'accord. Oui, je le crois. Oui, d'accord. Donc la Chine et l'Allemagne ont également eu un différend en mer Rouge. C'est intéressant passant parce que ce dont l'Allemagne se plaignait, c'est que la Chine utilisait des lasers, selon leur point de vue de manière très dangereuse, pour diriger des lasers dans le cockpit de l'un de leurs avions. Donc, le pilote a apparemment été vraiment surpris et choqué ou quelque chose comme ça. Ils ont même convoqué l'ambassadeur chinois. Maintenant, la version chinoise est qu'il y avait un navire de guerre chinois en mer Rouge, mais qu'ils y étaient depuis un certain temps. Ce n'est pas comme s'ils étaient soudainement apparus. Ils étaient là avec la permission, en fait, des Houthis. Ils étaient donc là pendant un certain temps, essentiellement pour protéger les cargos chinois. Et cet avion de reconnaissance, un avion de reconnaissance allemand, s'est approché de ce navire de guerre chinois. La Chine a alors envoyé des avertissements à cet avion de reconnaissance, mais l'avion allemand a ignoré les avertissements. Ensuite, la Chine a utilisé des avertissements au laser et ils ont utilisé des lasers de faible puissance. La Chine disait « Si nous avions vraiment voulu vous blesser, nous aurions pu utiliser des lasers de forte puissance. Dans ce cas, le pilote aurait pu être aveuglé. » Ce genre de choses. Voilà ce qui s'est passé, mais évidemment, l'Allemagne est très en colère à ce sujet. Quel est ton avis là-dessus? Non, je pense vraiment que l'Allemagne est très en colère à propos de toute cette affaire. Et j'ai lu à ce sujet. C'est évidemment, encore une fois, une affaire montée de toutes pièces. D'ailleurs, cela devient désormais la norme. Les armées occidentales prennent des mesures très agressives contre la marine chinoise, la marine russe, puis lorsqu'on leur dit en gros de rester à l'écart. Il est important de préciser que la Chine a absolument le droit d'avoir son navire de guerre là où il se trouvait. Je veux dire, pourquoi y avait-il même une telle surveillance de ce navire? Qu'est-ce que ce navire de guerre était censé faire pour justifier une surveillance aussi étroite? Mais lorsque les avions, appelons-les allemands, mais en réalité occidentaux, se sont approchés et que les Chinois ont essentiellement envoyé leurs signaux pour qu'ils restent à distance, ce qui, encore une fois, relevait entièrement de leurs droits,
Alors bien sûr, on a commencé à raconter que c'était la Chine qui agissait de manière agressive. Donc cela renverse complètement l'histoire. Je dois dire que la déception que j'éprouve à l'égard de l'Allemagne est sans doute la chose la plus aiguë que j'ai ressentie au cours des 3 dernières années. Comme vous le savez probablement, j'ai de nombreux liens avec l'Allemagne. Je connais beaucoup de gens en Allemagne. J'ai eu des contacts de longue date avec l'Allemagne. J'ai beaucoup d'amis allemands et ma femme est à moitié allemande. J'avais l'habitude de penser que l'Allemagne était un pays raisonnable. Elle entretenait de bonnes relations, ou du moins, peut-être pas d'excellentes relations, mais au moins des relations civiles avec la Russie. Elle maintenait essentiellement sa stabilité économique grâce à des relations commerciales très solides et fructueuses avec la Chine. Je me souviens que Angela Merkel venait en Chine avec d'énormes délégations allemandes, avec tous ces chefs d'entreprise, industriels et toutes ces personnes. L'Allemagne a tourné le dos à tout cela et se comporte de manière extraordinaire et agressive. Je dois dire que c'est tragique pour quiconque éprouve les mêmes sentiments envers l'Allemagne que j'ai pu avoir. Et c'est aussi étrange et incompréhensible. On aurait pu penser que l'Allemagne, parmi toutes les nations, devrait actuellement œuvrer à stabiliser les relations entre l'Occident et la Chine, et devrait résister à ces tentatives américaines de présenter la Chine comme une sorte d'adversaire. Les Allemands devraient être les derniers à harceler les navires de guerre chinois de cette manière. Oui, et j'ai encore beaucoup de mal à comprendre comment l'Allemagne a réagi à Nord Stream. Vous savez, le bombardement, l'explosion de Nord Stream, cela nuit clairement à l'Allemagne, mais ils n'en disent pas un mot. Je trouve toujours cela. Ils ne disent pas un mot. Je sais, mais je connais d'ailleurs beaucoup de gens en Allemagne qui pensent comme vous. Mais en ce moment, la classe politique allemande semble unie autour de cette position. C'est étonnant et incroyable. Et comme je l'ai dit, c'est tragique. Et cela est en train de détruire le pays. Je veux dire, si vous allez en Allemagne, vous voyez que les signes de stress économique et de déclin deviennent visibles. Et les gens parlent énormément du problème du gaz et du fait qu'ils ne reçoivent plus l'énergie bon marché qu'ils avaient auparavant. Et ils ont tout à fait raison, car ça a joué un rôle important. Mais la rupture de la relation avec la Chine joue, à mon avis, un rôle au moins aussi important d'ailleurs. Je veux dire, l'industrie automobile allemande dépendait du marché chinois, et dans ses plans pour passer à l'électrique, elle comptait sur les investissements et le transfert de technologie en provenance de Chine. Oui, en fait, parmi tous les pays européens, l'Allemagne est probablement le pays qui a le plus besoin d'entretenir de bonnes relations à la fois avec la Russie et la Chine. Oui, l'Allemagne devrait le savoir. Absolument. Oui, Netanyahou est actuellement en visite aux États-Unis. Je crois que c'est sa 3e visite en, je ne sais pas, 3 ou 4 mois, quelque chose comme ça. Il vient toujours ici. Que penses-tu qu'il cherche à faire? Essaie-t-il de convaincre les Américains de lancer une nouvelle offensive contre l'Iran? C'est pour ça qu'il est ici. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il cherche à faire, à mon avis. Je veux dire, il y a toutes ces histoires selon lesquelles Biden fait pression sur lui pour qu'il accepte un cessez-le-feu à Gaza, et Netanyahou va faire tout ce qu'il fait habituellement. Il va dire oui, mais il va en réalité vouloir dire non. Et il va faire traîner les choses parce qu'il n'a aucune intention d'instaurer un véritable cessez-le-feu à Gaza. Mais au final, son plan, son objectif maintenant, c'est de consolider le soutien américain en vue de la prochaine confrontation avec l'Iran. Parce que la première manche, la guerre de 12 jours, ne s'est pas bien passée, comme nous commençons maintenant à le comprendre peu à peu. L'objectif,
qui était un changement de régime en Iran, n'a pas été atteint. Il existe désormais des incertitudes bien plus grandes concernant le programme nucléaire iranien. Il y a des rapports, j'ignore s'ils circulent en Chine, mais il y a maintenant des affirmations selon lesquelles l'Iran achèterait et importerait des missiles de défense aérienne depuis la Chine. Qui sait? Je veux dire, c'est peut-être vrai. Quoi qu'il en soit, il veut lancer une grande seconde attaque contre l'Iran. Il sait qu'Israël ne peut pas réussir seul. Cela a été prouvé de façon concluante pendant la guerre de 12 jours. Il veut de nouveau influencer Trump pour que Trump accepte de lancer cette seconde grande attaque contre l'Iran. Et peut-être que cela ne se produira pas immédiatement, mais certainement d'ici quelques mois, quand Israël se sera rééquipé dans la mesure où il le peut. Oui, il y a eu un rapport selon lequel l'Iran achèterait du matériel de défense à la Chine, et il y a également eu des informations selon lesquelles Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens ne seraient apparemment pas satisfaits de cette situation. Maintenant, je ne suis pas certain de la source, mais il y a eu un rapport à ce sujet également. RT a rapporté que le MI6 aurait infiltré l'IEA, fabriquant de fausses informations sur l'Iran pour justifier une agression contre Téhéran. Y a-t-il eu des reportages ou des réactions au Royaume-Uni à ce sujet? Non, non. Je voudrais juste dire une chose à propos de cette histoire, qui est importante. J'ai déjà expliqué qu'avec les Américains, ils sont absolument obsédés par la Chine. Cela revient tout le temps. Avec les Russes, ils sont obsédés par la Grande-Bretagne. Les Russes cherchent toujours une trace britannique dans tout. Cela ne veut pas dire qu'ils ont tort, d'ailleurs. Je pense que dans de nombreux cas, ils ont probablement raison. Et pour autant que je sache, ils ont peut-être raison aussi à propos de cette histoire. Mais vous savez, gardez simplement ce fait à l'esprit. Les Russes ne sont peut-être pas la meilleure source dans ce cas précis. J'aurais pensé, c'est ma propre supposition, que si l'IEA avait été infiltré par qui que ce soit, et je soupçonne que c'est le cas, je dirais que les Américains sont bien plus susceptibles d'en être responsables. Ce sont eux qui ont de l'influence sur ces organisations et qui seraient capables d'exercer ce genre de pression. Mais non, pour répondre à votre question, il n'y a eu aucun reportage sur cette histoire en Grande-Bretagne. Aucun. Mais nous parlons de l'IEA. Selon les Iraniens, ils ont transmis des informations sur des scientifiques nucléaires iraniens, etc., aux Israéliens. Donc, à ce stade, je pense qu'aucun pays ne devrait faire confiance à l'IEA. Tu ne crois pas? Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, je devrais dire quelque chose. Les histoires qui circulent en Iran racontent que non seulement l'IEA a fourni aux Israéliens et aux Américains des informations complètes sur les installations nucléaires iraniennes, ce qui a permis aux Israéliens et aux Américains de les attaquer, mais qu'ils ont aussi transmis les informations personnelles de tous les scientifiques nucléaires iraniens, ce qui les a essentiellement exposés à des assassinats. Maintenant, c'est terrible. Oui, c'est absolument choquant. Et si ce n'était pas vrai, on s'attendrait à ce que l'IEA sorte et le nie catégoriquement. Il dirait, vous savez, que c'est scandaleux qu'une telle chose puisse même être suggérée. Ils ne font pas cela. Et c'est en soi très préoccupant. Et je suis tout à fait d'accord. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse faire confiance à l'IEA en ce moment. C'est encore une de ces organisations qui jouait autrefois un rôle impartial et d'une importance cruciale. Mais pendant la période de l'administration de George W. Bush, elle a été récupérée par l'Occident et elle est corrompue depuis, avec toutes les conséquences catastrophiques que nous constatons aujourd'hui. Je ne pense pas que qui que ce soit devrait laisser l'IEA entrer dans son pays.
Par ailleurs, il y a plus de 100 employés de la BBC qui ont écrit à leur directeur pour se plaindre que la BBC est devenue un porte-parole d'Israël. Je veux dire, ce n'est pas nouveau. On le sait, non? Mais pourquoi ces personnes se plaignent-elles maintenant? Est-ce qu'elles veulent se dédouaner pour pouvoir dire quoi qu'il arrive, on nous a forcés à dire ça? Il y a un immense élan de solidarité en Grande-Bretagne concernant la situation à Gaza en particulier. Maintenant, il est difficile de le faire comprendre aux personnes extérieures, parce que bien sûr, les médias ici veillent absolument à ce que cela ne soit pas publié. Mais ma femme est une très très grande partisane du mouvement palestinien et elle s'est exprimée avec force contre ce qui se passe à Gaza. Elle a mis une affiche sur notre maison disant « Libérez la Palestine ». Et nous avons régulièrement des gens qui sonnent à la porte, des gens tout à fait ordinaires, et ils disent « Merci d'avoir mis cette affiche ». Donc je veux dire, vous le savez. Et vous savez, parfois il y a eu une occasion où nous sommes sortis à un événement social et 2 de nos enfants portaient des objets pro-palestiniens. Et des gens venaient me voir en disant « Nous voulons que vous sachiez que nous sommes entièrement d'accord avec ce que vous faites et que nous sommes très heureux de voir que vous le faites et que vous adoptez cette position. » Et je ne parle pas des musulmans en Grande-Bretagne. Je parle de personnes de la classe moyenne qui votent conservateurs ou travaillistes. Il y a un immense sentiment de répulsion en Grande-Bretagne contre ce qui se passe à Gaza. Et les correspondants de la BBC dont nous parlons viennent de cette même classe sociale. Ils côtoient sur le plan social des gens qui probablement viennent les voir et leur disent « Comment pouvez-vous continuer à diffuser tout le temps ces absurdités, ces inepties et cette propagande israélienne ?» Ils sont donc probablement exposés à ce genre de pression sociale. Je devrais préciser que l'une des étudiantes de Catherine, ma femme, est devenue une journaliste assez importante à la BBC. Et elle fait partie de celles qui non seulement ont protesté contre la couverture médiatique, mais qui ont en fait démissionné de la BBC à cause de cela. Ce n'est donc pas si surprenant. La position publique et officielle que le gouvernement britannique adopte sur ce conflit est non seulement une position que le peuple britannique ne partage pas, mais à laquelle il s'oppose massivement. Et d'ailleurs, les sondages d'opinion le montrent. Ils indiquent entre 70 et 80% d'opposition à ce qui se passe à Gaza et un profond mécontentement vis-à-vis de la position du gouvernement britannique. Et l'UE apparemment envisage de sanctionner Israël. Penses-tu qu'ils sont sérieux? Je n'ai pas l'impression qu'ils le soient vraiment. Non, ils ne sont pas plus sérieux que le gouvernement britannique. Je veux dire, ils font tout semblant de critiquer Israël de temps en temps, parce qu'ils sont conscients de la force de l'opinion publique dans leur pays, mais ils ne le pensent pas vraiment, malheureusement. Mais ils ressentent la pression, donc ils doivent faire quelque chose, non? Oui. Poutine et Trump ont eu un appel téléphonique. Cela ne semblait pas très bien se passer. Ma question pour vous est la suivante. Trump semble vouloir obtenir un cessez-le-feu d'une certaine sorte. Mais à ce stade, pensez-vous que le principal problème est que Poutine et les Russes en général ne font plus confiance aux États-Unis? Eh bien, ils ne font pas confiance aux États-Unis. En fait, ils l'ont clairement exprimé. Donc, c'est pas un mystère. Ce que Trump essaie de faire, c'est de geler le conflit le long des lignes existantes. Et les Russes disent que tout ce que cela fera, c'est simplement vous permettre de réarmer l'Ukraine à nouveau, et que dans quelques années, nous serons de retour dans la même situation qu'aujourd'hui. Et ils ne vont pas accepter cela. Or, les Russes disent cela depuis, vous savez, eh bien, plus d'1 an, en réalité, plus d'1 an.
Donc Trump essaie de pousser cette idée tout le temps, et il devient de plus en plus en colère, parce que les Russes disent sans cesse non, parce qu'ils ne nous font pas confiance. Ils disent que, quels que soient les engagements que vous nous donnez, vous allez simplement réarmer l'Ukraine. Nous voulons un règlement politique avec des garanties absolument inébranlables auxquelles vous serez tenus. Et bien sûr, Trump ne veut pas accorder cela. Personne aux États-Unis ne le veut, car ils n'ont pas l'intention d'honorer les garanties ou les promesses qu'ils font à l'Ukraine. Voilà donc le problème. Maintenant, je pense que ce qui a précipité cet appel, et il y a ici énormément de désinformation, soit dit en passant, c'est que les Américains sont désormais désespérément à court de certains types d'armes, et en particulier d'intercepteurs de défense aérienne. Un article paru hier dans The Guardian indique qu'ils n'en ont plus que 25% dans leur stock. Autrement dit, les 3/4 ont été utilisés au cours des dernières années, que ce soit dans la guerre en Ukraine, les guerres au Moyen-Orient ou d'autres conflits de ce genre. Le product d'intercepteur est faible. Et d'ailleurs, je voudrais simplement mentionner à vos téléspectateurs en Chine qu'il y a eu un article absolument incroyable dans The Economist, qui est, vous savez, le grand magazine de référence ici en Grande-Bretagne, qui a examiné l'état des industries militaires américaines et a essentiellement reconnu qu'en tant qu'industrie, elles n'existent plus vraiment. Ce ne sont pas des industries au sens où les gens en Chine comprennent ce terme. Ce sont essentiellement des organisations de production artisanale qui fabriquent de petites séries d'armes à des coûts exorbitants afin d'enrichir certaines personnes. Et un exemple donné est que les États-Unis ne fabriquent plus de chars. Ils rénovent d'anciens chars, et il faut 2 ans pour rénover un seul char. 2 ans pour un seul char. C'est dans The Economist. Donc Trump constate que les États-Unis commencent à manquer d'armes. The United States is running short of weapons. The United States cannot crank up production of weapons. Les États-Unis ne peuvent pas augmenter la production d'armes pour compenser les pénuries. D'ailleurs, The Economist a également affirmé que cela est désormais impossible compte tenu de la structure militaro-industrielle actuelle aux États-Unis. Il a donc tenté une nouvelle fois d'amener les Russes à geler le conflit sur la ligne de contact existante, car il se rend compte que plus cela dure, plus la réalité selon laquelle l'Amérique est à court d'armes devient évidente et plus lui-même sera exposé. Apparemment, il a menacé Poutine, il a essentiellement proféré des menaces concernant de nouvelles sanctions et ce genre de choses. Et les Russes disent que Poutine a déclaré que la Russie ne reculera pas. C'était donc une déclaration de défi. Et Trump est sorti de cet appel très en colère. C'est d'ailleurs un moment clé dans l'histoire du monde, car les États-Unis, pour la première fois de leur histoire, sont à court d'armes. Ils ne peuvent pas suivre le rythme de la Russie. Selon l'OTAN, la Russie produit plus d'armes en 3 mois que tout l'Occident en une année. Eh bien, c'est la Russie. La Russie, c'est quoi? 1/10 de la Chine, ou même moins. Dois-je expliquer? Or is it even less? Do I have to explain? Oui. Et en général, j'ai juste l'impression que ce soit l'Iran ou la Russie, peu importe ce que les États-Unis promettent, même, disons, un gel ou autre, quelle garantie as-tu qu'ils vont tenir parole? Ils peuvent très bien revenir sur leur décision dès le lendemain et dire finalement non. Je veux dire, ils font ça tout le temps, non? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, il y a eu un excellent article d'ailleurs aujourd'hui dans le Financial Times, écrit par le ministre iranien des Affaires étrangères, dans lequel il dit « Écoutez, je rencontrais les Américains. Tout se passait bien. Nous faisions d'énormes progrès. Nous étions tombés d'accord sur toutes sortes de points concernant l'accord sur l'enrichissement nucléaire. Nous avions abordé et trouvé des solutions à certains des problèmes apparemment les plus insolubles. Et que se passe-t-il?
Au beau milieu de tout cela, sans aucun avertissement préalable, les Américains et leurs alliés israéliens nous attaquent. Comment pouvons-nous leur faire confiance? Il le dit d'ailleurs explicitement. Comment pouvons-nous leur faire confiance maintenant? Et il ajoute que si nous devons négocier à nouveau avec les Américains, nous avons besoin de garanties incroyablement solides que cela ne se reproduira pas. Et quelle garantie l'Amérique peut-elle concrètement donner pour que cela ne se reproduise pas? Même s'ils l'écrivent avec leur sang, ils pourraient quand même décider de revenir dessus. Je pense que c'est en partie la raison pour laquelle, même avec l'accord entre la Chine et les États-Unis, la Chine n'a pas simplement laissé les terres rares aller librement aux États-Unis. La Chine continue de les contrôler strictement. Je pense que c'est en partie pour cela parce que la Chine ne peut pas non plus faire confiance aux États-Unis en matière de commerce. Donc, ils ont assoupli les restrictions pour certains usages civils, comme pour certains constructeurs automobiles, mais à part cela, gardent un contrôle strict parce qu'à mon avis, ils ne font pas confiance aux États-Unis. Ils n'ont pas confiance dans les États-Unis. Et d'ailleurs, cela a un effet dévastateur. Ce n'est pas quelque chose qui, encore une fois, a été largement rapporté, mais je pense que les gens en Chine devraient savoir qu'il y a eu toute une série d'articles. Ils ne sont pas mis en avant, ils sont relégués dans des coins, mais surtout dans le Financial Times, qui est bien sûr le journal qui suit ce genre de choses. Je parlais de la difficulté pour les Américains à produire des armes. Toutes les armes produites par l'Amérique utilisent des terres rares. Ces terres rares viennent de Chine. Des catégories entières d'armes, des catégories entières de production industrielle occidentale sont pratiquement à l'arrêt à cause de cela. On n'en parle pas, mais c'est la réalité. Et apparemment, le problème empire chaque jour. Oui, et la dernière chose en date, c'est TikTok, non? Trump ne lâche toujours pas l'affaire, il continue de dire que TikTok ne représente aucune menace pour la sécurité nationale. Alors maintenant, ils ont trouvé un autre argument, disant que TikTok va cesser ses activités, je crois, en mars de l'année prochaine. Mais en septembre de cette année, ils vont lancer une autre application très similaire à TikTok, appelée M2. Blabla. J'ai juste l'impression qu'ils essayent de manigancer quelque chose, d'essayer de contourner le refus catégorique du gouvernement chinois de vendre TikTok. Ils continuent à jouer à des jeux. Oui. Ils ne veulent pas accepter un refus. C'est bien là le problème. Et c'est une difficulté constante avec les Américains. Leurs alliés européens, d'ailleurs, ont eux aussi une très haute opinion d'eux-mêmes, ce que les événements ne justifient plus du tout. Ils refusent tout simplement d'accepter un non comme réponse. Et tu as tout à fait raison. Alors ils se livrent à tous ces jeux complexes et agaçants, y compris autour de TikTok, qui est, soyons francs, une affaire épouvantable. C'était sordide. Cela a montré un mépris total pour toute conception du droit de propriété privée ou de ce genre de choses. Cela a aussi impliqué d'énormes insultes envers la Chine et le peuple chinois. Et enfin, même si ce n'est peut-être pas la chose la plus importante au monde, soyons honnêtes, mais comme tu le dis très justement, on pourrait tout simplement laisser tomber. Ce n'est pas ça qui va provoquer l'effondrement de l'Occident si on laisse TikTok tranquille. Mais ils n'en sont pas capables. La Russie et l'Azerbaïdjan ont rencontré quelques problèmes récemment. Pouvez-vous expliquer cela à mon public? Et aussi, pourriez-vous parler un peu du Caucase du Sud, de son importance pour la Russie, de la relation entre les deux pays? C'est une région assez complexe. Pouvez-vous l'expliquer? C'est un domaine très très complexe. Ce n'est donc malheureusement pas quelque chose de totalement facile à expliquer. Le Caucase du Sud faisait auparavant partie de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique. Nous parlons donc
de l'Azerbaïdjan, qui était une ancienne république soviétique, ainsi que des deux autres États du Caucase du Sud, la Géorgie et l'Arménie, qui étaient également d'anciennes républiques de l'Union soviétique. Staline, comme tout le monde le sait, était originaire de Géorgie. Il a été le dirigeant plus célèbre de l'Union soviétique. He was the most famous leader of the Soviet Union. And Anastas Mikoyan, who was one of his most Et Anastas Mikoyan, qui était l'un des alliés les plus puissants de Staline en Union soviétique, et quelqu'un qui avait eu des relations assez importantes avec la Chine à une époque, était également originaire d'Arménie. Donc vous voyez, c'est cette région. Maintenant, l'Azerbaïdjan est aussi un producteur important de pétrole et de gaz naturel. Au début du XXe siècle, c'était l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Le pétrole soviétique venait d'Azerbaïdjan, de la mer Caspienne, qui se trouve juste à l'est de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, le pétrole est beaucoup moins important. Je veux dire, les volumes provenant d'Azerbaïdjan sont bien moindres par rapport au reste du monde. Donc c'est moins important, mais cela reste suffisamment significatif. L'Azerbaïdjan est un pays historiquement musulman. Il faisait partie de l'Iran, de l'Empire perse, jusqu'à ce que les Russes le conquièrent. Les habitants parlent une langue qui est essentiellement la même que le turc, ce qui signifie que l'Azerbaïdjan entretient des liens culturels très forts avec la Turquie. Mais, comme il faisait partie de l'Iran, de la Perse, la forme prédominante de l'islam en Azerbaïdjan est l'islam chiite, ce qui rapproche davantage l'Azerbaïdjan de l'Iran. C'est donc un pays complexe. Il a des liens avec la Russie, avec l'Iran, ainsi qu'avec la Turquie. Actuellement, ses liens les plus forts sont avec la Turquie. Il s'est également retrouvé pendant de nombreuses années en conflit avec l'Arménie. Il s'agit d'un problème historique de longue date, qui remonte à des siècles, et il existe encore des différends territoriaux entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan fait pression sur l'Arménie pour qu'elle cède des territoires, et les Arméniens, sous le gouvernement actuel pro-occidental, ont abandonné une partie de ces territoires à l'Azerbaïdjan. Tout cela constitue donc une histoire très très complexe. Historiquement, l'Arménie se tournait vers la Russie, tout comme la Géorgie, parce que la Russie était chrétienne, la Géorgie était chrétienne, et l'Arménie est chrétienne. Les Arméniens ont eu une relation très difficile avec la Turquie. Ils se méfient beaucoup de l'Azerbaïdjan, parce que la population y parle turc, et que le pays est étroitement allié à la Turquie. Mais il y a eu une révolution de couleur en Arménie il y a environ 10 ans, et le gouvernement actuel en Arménie est anti-russe et pro-OTAN. Voilà donc le tableau général, si vous voulez. Maintenant, l'Azerbaïdjan, le gouvernement actuel en Azerbaïdjan est dirigé intelligemment, ou l'a été. Et bien qu'il ait entretenu des relations très étroites avec l'Occident et se soit allié à Israël contre l'Arménie, il a importé beaucoup d'armes d'Israël. Il est largement connu que les Israéliens disposent de bases en Azerbaïdjan. Lors de la récente guerre avec l'Iran, des avions israéliens ont en fait pénétré en Iran depuis l'Azerbaïdjan. Il existe des preuves de cela, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, car nous pourrions passer des heures à en parler. Néanmoins, malgré tout cela, l'Azerbaïdjan a jusqu'à présent entretenu des relations assez bonnes avec la Russie. Le problème, c'est que l'Azerbaïdjan, et encore une fois, je le sais de diverses sources, est un pays profondément corrompu. Il est très très répressif. Que ce soit le pétrole. D'ailleurs, lorsqu'une économie nationale repose sur le pétrole, cela a malheureusement tendance à alimenter la corruption. C'est un pays très corrompu. Il est dirigé par une dynastie politique appelée la famille Aliyev, dont le fondateur, soit dit en passant, pour compliquer encore les choses, était le premier secrétaire du Parti communiste d'Azerbaïdjan, lorsque l'Azerbaïdjan faisait partie de l'Union soviétique. Ils ont continué à diriger le pays, même après l'effondrement de l'Union soviétique.
Ils ont des alliances, comme je l'ai dit, avec Israël. Ils ont aussi des liens étroits avec la Turquie. Ils ont mis en place un appareil très répressif à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, ainsi qu'un réseau de renseignement et de sécurité très puissant sur place. Et avec toute cette corruption, il existe également des groupes de crimes organisés très puissants qui opèrent en Azerbaïdjan, lesquels ont dans une certaine mesure infiltré le gouvernement, mais sont eux-mêmes utilisés par le gouvernement essentiellement pour contrôler la situation dans le pays et agir comme une sorte de prolongement des systèmes de renseignement à l'intérieur même de l'Azerbaïdjan. Ainsi, ce que font ces réseaux de crimes organisés, c'est qu'ils utilisent la très grande diaspora, la très importante communauté azerbaïdjanaise en Russie, qui compte environ 2 millions de personnes d'ailleurs. Je veux dire, environ un tiers de la population vit en Russie. Ils les ont utilisés comme une sorte de refuge pour s'étendre en Russie même. Et ils ont mis en place divers réseaux de criminalité organisés à l'intérieur du pays. Les autorités russes ont essentiellement fermé les yeux parce qu'il était important pour elles de maintenir de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. Ce qui s'est ensuite passé et ce qui a précipité cette crise, c'est que ces réseaux de criminalité organisée, ainsi que les services de renseignement azerbaïdjanais avec lesquels ils collaborent, ont établi des réseaux dans l'Oural, une grande région industrielle de Russie, où le complexe militaro-industriel russe possède de nombreuses usines et fabriques, y compris la plus grande usine de chars. Et ils obtenaient des informations sur la production d'armes dans l'Oural et les transmettaient à l'Occident et aux Ukrainiens. Les Russes l'ont découvert et ont pris des mesures de représailles. Ils ont arrêté tous ces réseaux du crime organisé dans l'Oural. Ils sont maintenant en train de s'étendre et d'en arrêter davantage à travers la Russie. Ils ont également riposté en attaquant 2 grandes raffineries de pétrole en Ukraine, qui appartenaient à certains de ces réseaux du crime organisé basés en Azerbaïdjan, y compris la famille Aliyev. Ainsi, Aliyev et le gouvernement azerbaïdjanais ont réagi en arrêtant des citoyens russes en Azerbaïdjan. Et c'est pour cela que nous avons cette crise. Et en plus de cela, il y a maintenant des discussions sur la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui ont tous des différends de diverses natures avec la Russie, pour former une sorte de front uni contre Moscou, ce qui inquiéterait les Russes, non seulement à cause du pétrole, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas que l'Occident ait accès à la mer Caspienne. C'est une zone où les Russes stationnent une partie de leur marine qui est inaccessible à l'Occident. J'ai donné beaucoup d'informations, mais pour conclure, les Russes ont construit, à l'époque soviétique, un réseau très complexe de canaux utilisant les cours d'eau afin que les navires de guerre russes puissent circuler entre la mer Noire et la mer Caspienne en empruntant ce réseau de rivières et de canaux. Et cela signifie que ces navires peuvent être transférés de la mer Noire, où il y a une guerre, vers la mer Caspienne, mais ils ne sont alors plus à la portée des Ukrainiens ou de l'Occident. Et cela dure depuis longtemps d'ailleurs. La mer Caspienne est utilisée de cette manière par la marine russe depuis de nombreuses années, y compris avant le début du conflit en Ukraine. Donc vous voyez, cela résume en fait, selon moi, une histoire très complexe. Je suis désolé d'avoir été si long et j'espère que c'est clair. Non, je comprends parce que c'est très complexe, comme vous l'avez dit, une situation très complexe. Il y a des problèmes historiques et puis bien sûr des enjeux géopolitiques et le fait que leur emplacement en soi semble rendre la région très complexe. Oui. D'accord. Et est-ce la raison pour laquelle Aliyev n'a pas participé au défilé de la victoire à Moscou? Oui.
Yes. Yes. Yeah. Yes. Mon propre avis d'ailleurs est que ça finira par s'arranger, car Aliyev ne veut pas complètement s'aliéner les Russes. Et Erdogan, qui est son principal soutien, ne souhaite pas non plus, pour ses propres raisons, avoir une confrontation majeure avec les Russes. Donc finalement, d'ici quelques semaines, peut-être même plus tôt, il y aura une conversation entre Erdogan et Poutine, puis entre Poutine et Aliyev, et quelque chose sera arrangé. Accepting this story. And something will be patched together. Probably that's how it will work out. Okay. Now, speaking of organized crimes, D'accord. Maintenant, en parlant de crime organisé, l'affaire Epstein. Donc, comme vous pouvez le voir, en gros, Trump dit, bon, il n'y a pas de, je veux dire, son ministère de la Justice et le FBI ont déclaré, eh bien, Epstein s'est suicidé et il n'y a pas de liste de clients d'Epstein. Affaire classée. Je pense que cela a mis beaucoup de gens en colère parce que personne n'y a cru, n'est-ce pas? Pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi? Trump est celui, rappelez-vous, il avait tellement insisté sur la publication de la liste Epstein et des dossiers JFK, vous voyez, tout ce genre de choses, il avait dit qu'il allait tout publier, et puis tout à coup, il n'y a plus rien à voir. and then all of a sudden, nothing to see here. Case closed. What happened? Affaire classée. Que s'est-il passé? Et d'ailleurs, Pam Bondi est arrivée en disant qu'elle avait la liste des clients sur son bureau. Oui, elle est prête à être publiée et elle est en train de la lire. Elle la lit vraiment en ce moment et s'apprête à la rendre publique. Et maintenant, elle donne une explication très compliquée selon laquelle elle ne l'entendait pas vraiment dans ces termes et tout cela. Eh bien, je vais donner ma propre théorie ici, à savoir qu'Epstein travaillait clairement pour une agence de renseignement d'une certaine sorte et que les services de renseignement ont fait pression sur Trump en disant « c'est bien trop toxique et nous ne pouvons pas permettre que cela soit publié ». Et je vais faire une supposition. Je pense qu'il s'agissait de l'agence de renseignement israélienne. Et je pense que cela explique probablement pourquoi il y a eu ce revirement soudain et complet de position. Parce que je ne crois pas plus à ces explications qui ont été données maintenant que n'importe qui d'autre. Je veux dire, cela a été fait de manière trop grotesque. Et on pouvait voir, quand on a posé la question à Trump, qu'il était très mal à l'aise. You see, it's almost better what Biden was doing. Vous voyez, Biden wasn't- ce que faisait Biden était presque mieux. Biden n'a pas... Il a laissé l'affaire ouverte, mais il n'enquêtait pas vraiment activement, il ne poursuivait pas, rien. Il s'est rien passé là-bas. Maintenant, ce que Trump a fait est pire parce que l'affaire a été classée. Il a littéralement laissé tout le monde s'en sortir. D'accord, aucune conséquence. Affaire classée, non? Donc, je pense que ça a mis beaucoup de gens en colère. Et puis, vous combinez ça avec ce qui s'est passé dans l'affaire Didi. D'accord, l'affaire Didi, il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de transport et de participation à la prostitution impliquant son ex-petite amie. and engaging prostitution involved his ex-girlfriend. But the serious one, like racketeering and conspiracy. Mais pour les accusations graves, comme le racket et la conspiration de trafic sexuel, il a été déclaré non coupable. Cela signifie qu'aucune autre personne ne sera enquêtée puisqu'il n'y a personne avec qui conspirer, non? Puisque la conspiration aboutit à un acquittement. Et je dois dire aussi que je pense à cette grande loi des milliardaires, vous savez, la loi qui a juste accordé une grosse réduction d'impôts aux riches. Si on met tout ça ensemble, j'ai l'impression que Trump s'est complètement rendu, qu'il a capitulé devant les élites américaines. Voilà ce qui s'est passé. Capitulated to the American elites. That's what happened. Well, that's exactly what's happened. That is exactly what has happened. I mean, Eh bien, you're completely c'est right. exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est produit. Je veux dire, tu as tout à fait raison. Et si l'on revient à Epstein, un trafiquant sexuel, d'après ce qu'on nous dit, qui n'avait aucun client, comment cela peut-il avoir le moindre sens? Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Toute cette histoire est absurde et il est ridicule d'y croire. Mais c'est pourtant le récit qu'on nous vend aujourd'hui. De toute évidence, ce qui se passe, c'est que le système protège les siens, que les personnes puissantes et riches sont protégées et que quelques boucs émissaires sont désignés. Mais on prend d'énormes précautions
pour s'assurer que personne d'important ne soit jamais impliqué, affecté ou embarrassé de quelque manière que ce soit. Alors, que penses-tu du nouveau parti d'Elon Musk? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça en changera? Non, je ne pense pas que cela arrivera, car je pense qu'Elon Musk, qui est, soit dit en passant, un homme extrêmement intelligent et, à certains égards, un industriel brillant, je ne pense pas qu'il ait des compétences politiques. Je pense qu'il manque complètement des qualités nécessaires pour être un homme politique accompli. Et je ne pense pas qu'il va réussir. Je pense que c'est une tragédie pour lui d'ailleurs, pour Elon Musk. Je ne suis pas un grand admirateur d'Elon Musk. Je tiens à ce que ce soit parfaitement clair. Mais il était, et pour revenir à ce que nous avons dit dans notre émission précédente, il était le seul industriel exceptionnellement réussi que l'Amérique ait produit au cours des 10 ou 20 dernières années. Depuis Steve Jobs, en fait. Et l'Amérique est censée s'industrialiser. L'Amérique est en train de se réindustrialiser. L'Amérique est censée adopter la 4e révolution industrielle. La seule personne en Amérique qui a une expérience pratique et concrète dans ce domaine, c'est Elon Musk. Et les Américains sont en train de le pousser dehors. Et ce parti politique qu'il est en train de lancer est le signe d'un homme amer et en colère. Mais je ne pense pas qu'il aura le moindre impact. Les seules personnes qui voudront le rejoindre sont celles qui espèrent obtenir un peu de l'argent d'Elon Musk. Alors, Jeremy Corbyn est-il aussi en train de former un nouveau parti en Grande-Bretagne? Est-ce exact? Oui, il l'est. Il essaie, et il pourrait réussir. Cela a un peu plus de chances de succès, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes au Royaume-Uni qui ont des opinions de gauche et des convictions socialistes. Il est toujours important de se rappeler qu'en 2019, lors de l'élection qu'il a perdue, Jeremy Corbyn a recueilli beaucoup plus de voix que Keir Starmer lors de l'élection de 2024, qu'il a pourtant remportée. Donc, Corbyn a toujours été une figure bien plus populaire dans la vie et la politique britannique que Starmer. Et la raison de sa popularité, c'est qu'il est perçu comme un socialiste et un homme de gauche. Et il y a beaucoup de gens au Royaume-Uni qui aspirent à revoir ce type de politique dans leur pays. Eh bien, nous l'avions autrefois, mais ce n'est plus le cas. Donc, en théorie, ce parti que Corbyn essaye maintenant de former devrait obtenir un certain soutien. Je dois dire que je pense toujours que cela va être un énorme défi, parce qu'il lui manque un appui institutionnel. Le Parti travailliste bénéficie encore du soutien, des syndicats, et à moins que certains grands syndicats ne rejoignent le mouvement de Corbyn, il est difficile d'imaginer qu'il puisse disposer de la structure organisationnelle nécessaire pour rivaliser avec les travaillistes. Et je dois aussi dire une chose. Corbyn lui-même est maintenant un vieil homme, et il y a le sentiment qu'il a déjà eu son moment. Il n'est plus l'homme pour diriger la Grande-Bretagne, et il apparaît donc comme l'homme d'hier. Oui, malheureusement, c'est la même chose avec Bernie Sanders. Il y a encore beaucoup de gens qui l'aiment, mais lui non plus n'est pas jeune, malheureusement. Une dernière chose, un petit détail amusant, je crois que Netanyahou a proposé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. C'est quand même ironique, non? Netanyahou est un criminel de guerre, et maintenant il a proposé Trump pour le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qu'un humoriste a dit à propos du moment où Kissinger a reçu le prix Nobel de la paix? Que dès cet instant, la comédie était morte. Il n'y avait absolument aucune blague que l'on puisse faire qui puisse égaler la réalité. Et je pense qu'on va encore plus loin, en fait. Je veux dire, il ressemble à des complices. Pas, vous savez, un dirigeant d'un pays qui en nomme un autre.
C'est vraiment absurde. Mon avis personnel, et je vais le dire franchement, c'est que le prix Nobel de la paix devrait être aboli purement et simplement. Je pense que c'est devenu une honte en réalité. C'est une honte depuis très très longtemps. Mon avis personnel, c'est que je fermerai tout le système des prix Nobel, pas seulement celui-là. Je veux dire, combien d'écrivains chinois reçoivent le prix Nobel? Je veux dire, regardez simplement le genre de personnes qui obtiennent le prix de littérature. Et pour ce qui est des sciences, je lisais il y a à peine 2 jours un article sur les endroits où se fait aujourd'hui le grand travail scientifique. Et je crois que c'était quelque chose comme 7 des 10 plus grandes institutions scientifiques qui se trouvent désormais en Chine. Est-ce que cela se reflète dans le travail des comités Nobel? Non. Leur parti pris politique est tellement extrême et tellement évident que, comme je l'ai dit, il vaudrait mieux mettre tout cela de côté, franchement. Et d'une certaine manière, j'espère vraiment que la proposition de Netanyahou sera adoptée et que Trump recevra effectivement le prix, afin que nous puissions enfin discréditer tout le système. Ils sont obsédés par ça. Trump veut vraiment ce prix, je pense. Oui. Et à un moment donné, Bill Gates le voulait aussi. Apparemment, c'est en partie pour ça qu'il était proche d'Epstein, qu'Epstein pouvait soi-disant lui obtenir une connexion ou quelque chose comme ça. Ça semble être une partie de la raison. Bref, oui. Si jamais on me l'offrait, je le refuserais. Oui. Je veux dire, vraiment. Et je pense que toute personne qui se respecte devrait faire de même maintenant. Madame, encore une chose. Quand les gens... il y avait beaucoup de commentateurs qui parlaient de cette histoire d'étouffement de l'affaire Epstein. Évidemment, même les partisans de Trump, ils sont tous très en colère à propos de tout ça. Et je crois que Tucker Carlson et d'autres disaient qu'après la mort de Kennedy, beaucoup de choses ont changé et que les États-Unis ne s'en sont probablement jamais complètement remis. Êtes-vous d'accord? Absolument. J'ai même écrit à ce sujet, en fait. En réalité, j'ai écrit là-dessus il y a environ 10 ans, que c'est l'assassinat de Kennedy qui a marqué la grande ligne de fracture en Amérique. C'était un pays avant et un pays complètement différent après. Le fait est que, quoi qu'il se soit exactement passé, car il existe toutes sortes de théories sur l'assassinat lui-même, mais qu'une dissimulation d'une certaine nature a eu lieu, je pense pas que ce soit vraiment controversé. Je veux dire, il se peut que ce soit eu pour but de dissimuler l'incompétence des services de sécurité américains qui étaient censés protéger Kennedy, plutôt que de cacher une conspiration visant à assassiner Kennedy. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais à partir de ce moment-là, il est devenu évident que les États-Unis avaient un gouvernement permanent, échappant au contrôle politique, qui dirigeait le pays dans ses propres intérêts et au profit d'une oligarchie restreinte, fondamentalement incompatible avec l'idée que les États-Unis étaient encore un État démocratique. Oui, et ensuite, ils ont eu Johnson. Tu sais, lui aussi avait ses problèmes. Et bien sûr, Nixon, il mentait sans arrêt. Et puis le Watergate, je pense que ça a été une catastrophe après l'autre. Ça a complètement détruit la confiance du public dans le gouvernement. Absolument. Absolument. Je ne pense pas que l'Amérique ait jamais été la même. En fait, on peut le voir dans sa culture. Si vous regardez les comédies américaines d'avant 1963 et que vous les comparez à celles d'après 1963, vous verrez une énorme différence. Je veux dire, l'humour qu'avait l'Amérique à l'époque de Chaplin, des Marx Brothers, et tout cela est très très différent de ce qui est venu après. Et pas seulement dans ce domaine, mais dans beaucoup d'autres choses. Je veux dire, c'est dans les années 60 que commence aussi le déclin du cinéma et du théâtre américain.
decline of American cinema and theatre begins also. Oui. Et c'est, vous savez, les gens ne font plus confiance au gouvernement. Et je pense que comme dans l'affaire Epstein, Trump s'en fiche probablement parce que les gens ne font de toute façon pas confiance au gouvernement. Alors, quel est le mal à ajouter encore plus de mensonges? Où est le problème? Eh bien, exactement. D'accord? Très bien. Parlons-en la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oui.